Alors, je voudrais moi aussi remercier l'Institut Georges Pompidou à la fois pour cette réunion et puis pour tout le travail qui a été fait depuis des années. Et en général, la dernière fois que je suis intervenu, c'était à Cannes, c'était extrêmement sympathique. Et donc maintenant, c'est Chambord. Bah, écoutez, franchement, les lieux les plus intéressants de la France. Alors, vu les deux exposés précédents, je vais me positionner différemment, prendre un petit peu de recul, essayer de contextualiser, ne serait-ce que pour ne pas répéter ce qui a été extrêmement bien dit par les orateurs précédents, les orateurs et les oratrices. Les oratrices et l'orateur, plutôt. Bien, donc je prendrai trois thèmes. Je suis universitaire, donc c'est toujours un système ternaire. Donc Georges Pompidou est rappelé son rapport à l'environnement, montrer que Chambord n'est pas absent de la modernité, et puis essayer de montrer un petit peu l'évolution des mentalités par rapport à la chasse, et pas uniquement à la chasse présidentielle, en prenant l'exemple d'un journal. Alors ça va être Le Monde. Pourquoi j'ai pris Le Monde? Alors d'abord, aspect technique, on peut faire des recherches de 1944 à nos jours grâce à un logiciel canadien. D'autre part, c'est un journal qui est intéressant puisque c'est un journal qui se veut de référence et d'une certaine objectivité, mais ça, c'est une autre question. Alors, le premier point, Georges Pompidou et son rapport à la nature, il a été fait allusion au discours de Chicago. Je vais évidemment, parce que ce discours est connu de ceux qui travaillent sur Georges Pompidou, mais cela vaut la peine de rappeler la déclaration du 28 février 1970. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharne encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. Tel l'apprenti sorcier, l'homme du XXe siècle ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées? Il faut créer et répandre une sorte de morale de l'environnement, imposant aux États, aux collectivités et aux individus le respect de quelques règles élémentaires, faute desquelles le monde deviendrait irrespirable. C'est une déclaration 1970 comme cela, c'est extrêmement puissant, extrêmement original. Aujourd'hui, ça serait d'une grande banalité, mais il y a 50 ans, c'était original aussi par l'emploi du mot environnement. Le mot environnement est assez peu connu et il ne commence véritablement à se diffuser qu'au début de ces années 70. Quelle est l'idée de nature? Il est intéressant de faire une deuxième citation. Sauver la nature, c'est pas dans le discours de Chicago. Sauver la nature, c'est sauver la nature habitée et cultivée. Une nature abandonnée par les paysans devient une nature artificielle et je dirais une nature funèbre. Il est plus rentable d'avoir des terres habitées et cultivées par des hommes que d'avoir de vastes réserves nationales protégées fatalement par une masse de fonctionnaires. Et la dernière déclaration, lors d'un conseil des ministres le 10 juin 70, alors sur mon papier, j'ai mis en noir et en gras ce qui me paraissait important, donc je le répéterai deux fois. Il faut que nos villes restent ou redeviennent habitables, que les citadins aient à leur disposition ces biens élémentaires qui s'appellent l'eau, l'air pur, un peu d'espace et de silence, que la nature soit à la portée de tous, que la nature soit à la portée de tous, que soient protégées nos côtes, nos plages, nos forêts, et partout les arbres, que l'espace rural soit préservé pour la vie des agriculteurs, pour le repos des citadins, en un mot, que la civilisation moderne et industrielle s'insère dans la nature sans la défigurer et sans les détruire. Donc on voit là, je veux dire, ce n'est pas la nature pour la nature, ce n'est pas un conservatoire, c'est une nature habitée, c'est une nature humaine qu'il faut préserver. Et au colloque de Cannes auquel je faisais allusion, quelqu'un disait que Georges Pompidou, bien sûr, défendait l'automobile, c'est bien connu, mais que si on abattait des arbres le long d'une nationale ou d'une départementale, cela le faisait hurler. D'où la difficulté d'être moderne. Alors, dans ce contexte, Georges Pompidou est certainement un pionnier. Il faut dire aussi qu'il n'est pas le seul. Cette période des années
du tournant des années 60-70, c'est une période où l'environnement, alors on ne dit pas, le mot écologie est un mot très scientifique, peu utilisé, devient important. Et où on se pose déjà la question de la croissance. C'est en 72 qu'apparaît ce qu'on appelle le rapport Meadows, qui a été traduit en français « Halte à la croissance », c'est une très mauvaise traduction. Mais il faut aussi rappeler que le premier candidat écologiste, ce n'est pas René Dumont, comme on le pense en 74, mais quelqu'un de tout à fait inconnu, qui s'appelait Henri Gène, qui était ornithologue, et qui se présente aux législatives à Mulhouse en 73 sous le slogan « Halte au cancer de l'expansion ». Donc on voit là aussi les prémices d'un changement que Georges Pompidou, alors là d'une façon très prompte, a concrétisé par la création, c'était évoqué, du ministère de l'Environnement le 7 janvier 71. Alors, la création de ce ministère et la réflexion autour de ce ministère ont donné lieu à un livre écrit par Robert Poujade, le premier ministre de l'Environnement, un livre écrit à chaud, puisqu'il écrit en 75. Donc c'est une réflexion sur un ministère qu'il appelait le ministère de l'impossible. Alors, ce livre, je l'ai presque relu pour cet exposé, donc je ne vais pas vous le relire en entier parce que ce sera un peu long, mais il est intéressant sur bien des points, mais si on prend juste ce qu'il dit sur la forêt, il parle en effet des excès de l'enracinement. Il rend hommage à François Sommer, plusieurs fois évoqué ici, théoricien et praticien du renouveau synégétique, citation, personnage hors du commun. Et sur la chasse, Robert Poujade dit « Je vais me faire des ennemis, mais j'ai cherché le moyen de réduire le nombre de chasseurs. » Alors, je ne passe sur les initiatives. On a évoqué la création en 1970 du 11 décembre 70 pour Chambord. Mais on voit bien ici le côté pragmatique de Georges Pompidou, marier la tradition, le respect de la nature, mais ne pas faire de celle-ci un sanctuaire intouchable. Alors, deuxième point, qui est... J'arrive petit à petit sur le domaine, sur Chambord. Comment Chambord, finalement, a toujours été moderne. Chambord, quand on arrive, on est bien sûr époustouflé par la forêt et puis cette découverte du château. Et ce qui est frappant, et vous avez cité des extraits de presse, c'est que ce soit dans le Figaro, que j'ai pu consulter aussi dans Le Monde, c'est pendant très longtemps, quand on parle de Chambord ou des chasses, il y a un lyrisme tout à fait présent. Et les journalistes font un effort d'écriture. Je ne peux pas être méchant, je dirais qu'ils savent écrire. Mais là, ils font particulièrement un effort d'écriture. Et c'est du lyrisme parce que c'est magnifique, c'est beau et c'est indicible. C'est le mot employé. Alors, tout à l'heure, il a été évoqué qu'il y avait un spécialiste de l'éclairage à Chambord. Il y a déjà une raison importante, c'est que le premier son et lumière en France a été fait à Chambord en 1952. Alors ça ne s'appelait pas Son Lumière, ça s'appelait Festival du son et de la lumière. Et le président de la République de l'époque, Vincent Auriol, est venu lui-même pour assister à cette réalisation. Et là aussi, je vous passerai le lyrisme du journal Le Monde, qui est absolument ébloui, à la fois par le château, la lumière et tout. Il n'y a plus de nuit pour les châteaux de la Loire. La lumière électrique a entrepris de jouer, en accord avec leurs pierres, les fantastiques impromptus. Ce festival dont aucun mot, vraiment aucune image, ne saurait donner une idée juste. Chambord se mit à vivre, à parler. Des lumières fantomatiques dansaient dans les thébaïdes profondes de ces salles, l'effleuraient parfois d'une zébrure d'éclairs, montaient à l'assaut de sa lanterne, qui se mettait tout à coup à éclairer comme un phare. Bon, vous voyez, c'est très bien écrit. Alors, je rappelle aussi que Chambord, c'était le nom d'une voiture, qui était une voiture haut de gamme. Alors, mes parents en avaient une, mais c'était pas une Chambord, c'était une Versailles. Donc ça, c'est le côté Madeleine de Proust. Mais bon, la Chambord, c'était donc une Simca dite vedette. Alors, Chambord est aussi vu comme
symbolique de l'époque Pompidou. Dans le livre de Xavier Pattier, alors, qui est sûrement discutable par rapport à ce que vous savez tous sur Chambord, ça s'appelle le roman de Chambord, cette phrase était faite juste pour mon intervention. Chambord sous Pompidou est à l'image de la France de l'époque, prospère, conquérante et les yeux rivés sur les taux de croissance. Le nombre d'entrées payantes au château progresse à cette époque de 15% par an. À titre d'exemple, quand il y a une délégation chinoise, alors la France était à l'ouest le premier pays à reconnaître la Chine en 1964, il y a une délégation chinoise qui vient en 1971, on lui fait visiter le Val-de-Loire, donc on lui fait visiter l'aérotrain, donc pour ceux qui font la ligne entre Paris et Blois, vous avez toujours ce vestige industriel. On lui fait visiter la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, Saint-Laurent 1, et puis le château de Chambord. Alors, petite réflexion là en 2024, l'aérotrain n'a jamais vu le jour. Saint-Laurent 1, alors n'est pas démoli. EDF ne dit jamais qu'il démolit, il déconstruit. C'est pas tout à fait la même chose. Par contre, Chambord est toujours là, il n'y a aucun problème. C'est assez amusant. Alors, insertion dans la modernité. D'ailleurs, si je parle du nucléaire, c'est pas, par hasard. Il y a quelque chose qui revient comme un leitmotiv, c'est que on installe les centrales nucléaires près d'une source d'eau. Alors, ça peut être le Rhône, ça peut être les rivages, mais ça a été souvent la Loire, pour des tas de raisons, ne serait-ce que parce qu'il y a une acceptation sociale qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ce qui revient systématiquement, danger, on risque de voir les centrales nucléaires depuis les terrasses de Chambord. Ça revient, mais alors 10 fois, 15 fois, 20 fois, c'est toujours le problème. Alors en fait, c'est pas la centrale qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'aéroréfrigérant, c'est-à-dire ces espèces de grandes tours où il sort de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau, c'est pas nucléaire, mais qui au début faisaient 60 mètres pour Saint-Laurent-des-Eaux, puis sont passés à 120 mètres et on parlait de 160 mètres. À 160 mètres, c'est visible. 120 mètres, ça devient juste. Donc là, il y a un effort. Et par exemple, à Chinon, vous avez des aéroréfrigérants qui sont quasiment au ras du sol, où l'air est pulsé. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais Le Monde, qui restera Le Monde, qui est plutôt antinucléaire, fait un gros article en mars 1974, Chambord dans les fumées de l'atome, et avec comme sous-titre « Quand le progrès fait mal ». Alors c'est toujours intéressant de voir ça avec un peu de recul. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le titre et le sous-titre, c'est pas la peine de lire l'article, on a déjà compris ce qu'il veut dire. Il y a un danger, on va menacer Chambord, et il y a un petit dessin, alors je n'ai pas voulu aller plus loin, mais le dessin, il y a le château de Chambord, et derrière, il y a les aéroréfrigérants qui sont 3 fois plus hauts que le château. Donc, vous voyez, bon, il n'y a pas besoin là, même de lire l'article. Il y a un énorme danger pour Chambord qui va se faire écraser. Alors, il faut savoir qu'il y a 15 km entre Saint-Laurent et Chambord et qu'en effet, on n'a pas construit des tours très hautes parce que dans le domaine nucléaire, ce qui se voit toujours, ce sont les aéroréfrigérants et pas le reste. La conclusion de cet article est aussi amusante. Le Val-de-Loire est-il en train de perdre son image de marque? La vallée de l'atome prendra-t-elle le pas sur la métropole Jardin? Donc là aussi, vous voyez, pour paniquer les foules, il n'y a pas mieux. Alors je terminerai, alors c'est extrêmement difficile et je n'ai pris qu'un exemple, pour l'évolution des sensibilités autour du thème de la chasse. Alors, il faudrait faire une étude de presse extrêmement complète et puis reprendre les sondages de l'époque. Alors ça, si j'ai le temps, je le ferai. J'ai regardé quand même les sondages actuels et c'est incroyable le nombre de sondages qu'il peut y avoir sur la chasse aujourd'hui. Ils disent à peu près tous la même chose, il n'empêche qu'on refait des sondages pour confirmer ce que pensent les gens. Alors, si je reprends un petit peu Le Monde, on voit, je vais essayer de montrer cette transformation, peut-être pas des mentalités, mais en tout cas du discours sur la chasse, et en particulier la chasse présidentielle, au point de vue,
à partir de cet exemple d'un journal qui est un journal d'opinion et qui a une grosse influence, en particulier sur la partie la plus éduquée de la population. Alors, le tournant, c'est autour de 72. Il y a une explication politique, c'est qu'entre la France, j'allais dire entre le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas et la Nouvelle Société et Pierre Messmer, on n'est pas tout à fait dans la même circonstance. Et on sent bien que le monde avait les yeux de Chimène pour Jacques Chaban-Delmas, beaucoup moins pour Pierre Messmer. Il y a donc un changement qui est lié aussi à un discours politique qui a changé. Ceci dit, il y a un article du Figaro de 2016, un article historique sur les chasses présidentielles, et je suis heureux de citer M. Geoffroy de Rocancourt, qui est juste en face de moi, la chasse est un théâtre. Voilà, c'est vous qui avez dit ça, en tout cas c'est ce que dit le Figaro. Bon, au début, c'est exactement ce que vous disiez, le Monde est extrêmement factuel, c'est-à-dire il dit « M. Pompidou a tué X sangliers » et ça s'arrête là. Avec toujours un discours assez lyrique. Chambord respire dans la lumière de l'hiver, la forêt craque sous le verglas et frémit sous un vent léger et pourtant glacial. Dans cette réserve nationale admirablement tenue, dont le grand public ne soupçonne pas la richesse, cervidés et sangliers pullulent. Mais voilà l'équilibre rompu. Et puis, dernière phrase, quand la nuit tombe, sonnent les honneurs, que renvoie en écho triste la forêt, des animaux de légende sont morts pour que vivent les autres. Vous voyez, là aussi, c'est pas trop mal écrit. Alors, c'est purement factuel. Le 12 janvier 70, M. Pompidou chasse à Chambord. M. Georges Pompidou, qui avait quitté Paris vendredi soir par le train, participe ce samedi à une chasse aux sangliers dans la forêt de Chambord, Loir-et-Cher. Traditionnellement, depuis le début de la Ve République, une chasse annuelle était organisée dans le domaine de Chambord. Le seul gibier désigné était le sanglier, trop prolifique. Le général de Gaulle en faisait profiter de nombreux invités, mais n'y participait pas personnellement. C'est factuel, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je vous passe toute une série d'entrefilets, 71, 72, on dit « M. Pompidou a tué 5 sangliers », par exemple. Alors, il y a une première inflexion qui date de la fin de 71. Il y a un article sur Robert Poujade, donc ministre de l'Environnement, qui inaugure 2 observatoires à gibier. Le sous-titre, c'est « Chambord à l'heure du brame ». Et en fait, là, cette première inflexion met en opposition les chasseurs d'images et les chasseurs tout court. Je fais quelques citations. « La chasse aux cerfs bat son plein. Le massacre », je suis désolé si j'offusque certaines personnes, je cite, « Le massacre est permis jusqu'au 2 janvier au nord de la Loire, jusqu'au 11 novembre au sud. Mais il y a chasseurs et chasseurs. Les gentils, ce sont les chasseurs d'images et les amoureux de la vie sauvage. Leurs trophées, citation, souvenirs de scènes furtives et de parfums d'automne sont généralement plus vivants que ces têtes poussiéreuses au regard de verre dont la mode persiste dans nos résidences secondaires après avoir orné, comme pour exorciser la faux et la guillotine, tant de salles à manger, de châteaux. » Alors, Robert Poujade est venu inaugurer un observatoire à gibier, sorte de paillote surélevée, bâtie sur pilotis, d'où quelques 20 personnes peuvent guetter le passage des animaux rustiques sans dommage pour ces derniers. Ainsi, les touristes ont-ils désormais la possibilité de pénétrer dans le domaine de Chambord, jusqu'à présent réservé à quelques Nemrod privilégiés ou aux chasses présidentielles. Donc on voit déjà un petit peu l'opposition, j'allais dire, entre les gentils et les méchants. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'idée. Alors, l'initiative est quand même saluée, jugée comme exemplaire, car enfin le public peut lire le livre de la nature. Et ça se termine par une citation de Blaise Pascal, « Ce qui compte à la chasse, ce n'est pas la prise, mais la quête. » Je suppose que c'est une allusion à Saint-Hubert. Alors, cet article marque une première inflexion. La deuxième inflexion, qui est beaucoup plus sévère, elle intervient le 4 septembre 1972.
c'est un article rien que moins que de Pierre Viançon-Pontet. Pierre Viançon-Pontet, c'est le rédacteur en chef, c'est la conscience morale du Monde, et il fait un article qui s'intitule « Le droit de tuer », avec ces fameux encadrés du Monde, vous savez, qui attirent l'œil du lecteur et qu'on lit en général plus facilement, même si on ne s'en rend pas compte, on lit les encadrés plus que d'autres. Donc, que dit-il? Eh bien, je vous cite le début. Ils sont 2 millions, ils ont payé, ils ont le droit de tuer. Alors ils tuent, tout ce qui vole, tout ce qui court, tout ce qui vit. 54 sangliers au dernier tableau présidentiel à Chambord, 800 faisans à Rambouillet. Cela ne s'appelle pourtant pas la guerre, mais la chasse. Alors, en théorie, Pierre Viançon-Pontet dit que c'est un article à charge et à décharge. J'ai quand même regardé de près, il y a 80% contre et 20% pour, et encore le 20% est d'une ironie assez sévère. Donc, en fait, c'est un article contre la chasse. Je ne vous donne pas tous les arguments, vous les connaissez par cœur. Il y a des arguments pour, mais qui sont tournés en dérision, et il y a des arguments contre qui sont montés. Cette fois-ci, on cite Jean-Jacques Rousseau, mais pour dire que la chasse endurcit le cœur de l'homme, et donc on est très très loin de Blaise Pascal. Alors, au terme de cet exposé, qui évidemment, j'ai essayé de donner quelques éléments contextuels pour montrer que, évidemment, tout le monde le sait, mais en dehors des murs et du domaine de Chambord, il y a un pays qui change, qui bouge, qui a ses contradictions, parce que si je regarde François de l'époque ou le Figaro, je pense que je n'aurai pas exactement les mêmes discours, mais en tout cas, une France qui change, qui admire toujours, qui est fanatique de Chambord, mais dont les mutations arrivent. Et face à ces mutations, qui a été l'un des thèmes d'un colloque sur Georges Pompidou, on voit que le président fait preuve de pragmatisme, d'intelligence, de réflexion. Il n'a manqué qu'une seule chose à Georges Pompidou, finalement, c'est le temps, puisqu'en avril 1974, il nous a quittés. Merci pour votre attention.